Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Terminé les épisodes tournés en extérieur et au soleil, retour au bureau. Cette semaine, je reçois Irène Pereira. Irène, bonjour. Bonjour. Tu travailles sur, en gros, ton objet de travail actuel, c'est Paulo Freire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta présentation ? Bien, je suis de formation sociologue et philosophe. J'enseigne à l'école supérieure du professorat, donc en SP. Et effectivement, je travaille sur Paulo Freire, les pédagogies critiques, c'est-à-dire la réception de Paulo Freire dans différents pays du monde et à mieux faire connaître en fait cette réception en France et toutes les continuations, en fait, les différentes continuations qu'il y a eu autour de son œuvre. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle pédagogie anti-oppressive ? Les pédagogies anti-oppressives, c'est un ensemble de pédagogies qui sont apparues en Amérique du Nord, dans les milieux militants et aussi dans le milieu du travail social, avec plutôt dans les milieux militants l'objectif d'essayer de rendre plus inclusifs les espaces militants. Et dans le milieu du travail social, de ne pas reproduire les oppressions avec les publics vulnérables avec lesquels travaillaient les travailleurs sociaux, justement. Pour clarifier un petit peu, qu'est-ce qu'on appelle l'oppression ? Alors, l'oppression, c'est une dimension du rapport social. Le rapport social, c'est une notion qui a été en particulier définie par Daniel Kergoat, avec l'idée qu'il s'agit d'un conflit qui va constituer deux groupes autour d'une tension. Donc pour elle, l'une des plus fondamentales est le travail, ce qui va donner la dimension matérielle du rapport social, mais il a aussi des dimensions plus culturelles, et c'est ce qu'on peut appeler l'oppression. Et là, qui va avoir lieu très plus aux questions de violence, de préjugés, de discrimination, de normes aussi. Est-ce que tu peux citer quelques rapports sociaux structurels ? Généralement, par exemple, dans l'intersectionnalité, on nomme plutôt trois rapports sociaux, qui sont le sexe, la classe et la race. Après, selon les théoriciens parfois ou les théoriciennes, on va rajouter d'autres rapports qui peuvent être liés au genre. Parfois, certains vont aussi se demander si un rapport social lié à l'âge. Voilà. L'agisme, ouais, c'est ça. Alors, comment cette réflexion peut alimenter les pratiques des animateurs et animatrices socioculturelles et globalement les travailleurs de l'éducation populaire ? Alors, l'approche anti-oppressive, elle va pouvoir amener une réflexion sur les pratiques. Alors, d'abord les pratiques avec les publics du travail social, qui va consister à ne pas agir à la place d'eux, mais agir avec, de manière à éviter de reproduire une domination. Et en particulier, l'autre aspect, c'est d'adopter une posture d'allié. Donc, l'allié, c'est quelqu'un qui va se former sur les oppressions. Et c'est aussi quelqu'un qui va écouter la parole des premiers concernés de manière à mieux appréhender les oppressions que lui-même ne vit pas. Donc ça c'est une dimension. L'autre dimension qui peut être présente dans l'approche anti-oppressive, ça va consister à s'intéresser à la question justement des espaces de travail, de loisirs et autres, et par exemple avec une grille d'observation à analyser ces tâches, à déterminer les natures des tâches qui sont accomplies dans ces espaces en fonction des rapports sociaux, c'est-à-dire en fonction aussi des groupes sociaux qui les accomplissent, et de savoir, les femmes, en fonction de leur capital culturel, en fonction de leur origine migratoire, etc., quelles tâches elles accomplissent, et tout cela peut faire l'objet d'une objectivation pour avoir une plus grande réflexivité sur ces rapports sociaux et leur reproduction. Donc ça peut participer d'un processus de conscientisation ? Oui, alors la conscientisation, c'est une notion qui a un sens très précis pour Paulo Freire, c'est-à-dire que la conscientisation, c'est un processus pour lui qui fait passer de la conscience quotidienne ou naïve à la conscience critique. Donc la conscientisation, ça va consister à ne plus analyser les oppressions comme des relations entre individus, mais comme des rapports sociaux, c'est-à-dire des rapports de pouvoir qui structurent l'ensemble de la société.
Et donc à passer d'une analyse individuelle, interindividuelle, interpersonnelle, à une analyse structurelle de ces questions. C'est là que peut intervenir l'éducation populaire, en somme. Alors l'éducation populaire, elle va jouer un rôle effectivement dans ce processus d'émancipation, à la fois un rôle dans la conscientisation individuelle et collective, et aussi dans l'organisation et la mobilisation pour l'action collective. Donc il va y avoir effectivement ces deux dimensions. Quelles ressources tu peux conseiller aux acteurs et actrices de l'éducation populaire pour terminer? Alors les ressources, elles sont de différentes natures. Il y a des ressources en ligne, par exemple j'ai un site qui s'appelle l'IRESMO sur lequel on peut trouver un ensemble de ressources qui sont gratuites à disposition. Vous aurez le lien en description. Et donc il y a bien sûr toute une littérature sociologique voilà, en France qui peut aider aussi à mieux comprendre ces questions-là. Je pense aussi, toujours dans les ressources en ligne, un certain nombre de chaînes vidéo qui abordent des oppressions du point de vue des personnes les premières concernées. Donc voilà, ça peut être un ensemble de pistes déjà pour développer un processus de formation autour de ces questions. Pour aller plus loin, évidemment, je mettrai tous les liens dont Irène vient de parler en description de la vidéo. Merci Irène. Merci. On se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo dans 2 semaines. D'ici là, merci de partager dans votre réseau, de faire circuler cette vidéo pour qu'elle soit le plus vue possible. Merci, à bientôt. Salut.